Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Marguerite, son père et les médecines, épisode 3. Dans cet épisode, Marguerite va nous parler de ses expériences avec le cannabis. Alors comme elle a parlé dans le dernier épisode d'ayahuasca et de 5-MeO-DMT, vous vous dites peut-être « Ah, ça va être moins intense cette fois ». Eh bien, détrompez-vous. Le cannabis a toujours été une drogue puissante, avec un grand potentiel d'usage spirituel. Il a eu d'ailleurs, et il a encore, un statut de plante antéogène dans de nombreuses cultures dans différentes régions du monde. En Occident, le cannabis a parfois l'image d'une petite drogue douce sympa du quotidien, mais je pense que c'est dû au fait que la tolérance est importante, et que lorsque l'on fume régulièrement, on n'a plus vraiment accès à sa puissance réelle. Pourtant, nombreux sont ceux qui ont vécu des choses totalement déroutantes sous cannabis, et c'est le cas de Marguerite. Réglez le son, mettez-vous bien, et écoutez, vous êtes dans Substance. Alors, j'ai redécouvert le cannabis en tournée avec des copains musiciens, et puis je me suis rendu compte qu'une fois que j'avais vécu ces expériences psychédéliques, notamment celle de l'ayahuasca, j'ai l'impression que mon cerveau était pas tout à fait configuré de la même manière. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais j'ai senti que de fumer du cannabis, ça a réactivé un peu ça a activé des ouvertures en fait dans ma tête. C'était plus du tout une nausée de l'estomac, c'était tout à coup plein de portes qui s'ouvraient. Et voilà, enfin, j'ai constaté ça, et après il y a eu un truc que tout le monde a vécu, qui est le confinement, tu vois. Et au moment du confinement, j'ai un copain qui m'avait filé de l'herbe. J'en avais, et je me suis dit, bon bah voilà, j'ai une semaine sans enfant, sans travail. J'ai essayé quoi, et puis j'ai senti tout de suite des effets très positifs, que ce soit sur le plan de l'esprit, où j'étais très dissociée, donc j'avais un peu deux personnalités, une personnalité très adaptée et une plus rebelle et presque asociale. Et puis quand je fumais du cannabis, j'avais l'impression que ça mettait des lunettes sur mon cerveau, que tout à coup, les deux visions pouvaient enfin coexister et former quelque chose en relief. Donc j'ai trouvé ça absolument formidable. Ensuite, j'avais envie de faire des étirements. Enfin, dès que je fumais, mon corps me demandait de faire des étirements, donc je me retrouvais à faire des yogas qui durait 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et ça, c'était quand même super parce que j'avais le temps de le faire. Et puis surtout, mon corps, il était très très mal. Enfin, j'étais séparée aussi de mon corps à cause de ces histoires d'hormones. J'avais un peu détesté... Enfin, mon rapport à mon corps était compliqué, quoi. Et donc là, j'arrivais même... Je me rappelle, j'arrivais plus à saluer, quoi. Tu vois, je m'arrêtais au milieu, j'avais le dos complètement coincé. Je suis allée regarder sur internet pour vérifier quand même que ce que je vivais, enfin voilà, je voulais voir si c'était référencé, et c'est là que j'ai découvert que oui, il y avait des études qui avaient été menées sur le cannabis qui parlaient d'homéostasie corps-esprit. Oui, j'ai regardé la définition et ça parlait d'harmonie, en fait, d'harmonie intérieure, et j'ai découvert qu'on avait un système qui était le système endocannabinoïde. Donc on produisait nous-mêmes en fait des molécules cannabinoïdes, tu vois. Et que ce système-là, c'est le système qui assure la régulation du corps-esprit. Vraiment, j'ai trouvé ça. Moi, je croyais que ça, je me disais, ça, on dirait un truc que j'ai réécrit dans une de mes chansons, mais j'ai trouvé ça sur des documents scientifiques. Je me suis dit, mais c'est complètement dingue. Et donc ça m'a un peu encouragée à continuer. Aussi, j'avais une maladie à ce moment-là, une maladie de la main qui s'appelle la maladie de Dupuytren. Et j'étais désespérée parce que c'est une maladie qui rétracte les doigts, et comme je faisais de la guitare... Et donc j'ai regardé aussi, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que le cannabis, qui est donc un anti-inflammatoire aussi, est-ce que ça fait quelque chose contre cette maladie ? Et j'ai trouvé un article qui disait que un gars avait témoigné auprès d'un médecin. Il y a un site internet qui réunit tous les médecins qui sont pro-cannabis aux États-Unis. Donc je trouve un article en anglais qui a un mec qui raconte ouais, il y a un patient qui est venu me voir, il avait un doigt qui est entièrement recourbé. Finalement, il s'est fait une crème au cannabis qu'il a mis toutes les nuits dans un gant en latex, et au bout de 6 mois, il avait plus rien. Donc moi, évidemment, qu'est-ce que je fais ? Je fais la même chose, et pareil, en fait, au bout de 6 mois, ma main est guérie, alors que la maladie est réputée incurable. Donc moi, j'avais suffisamment de preuves, tu vois, je doutais, mais là, j'avais toutes les preuves que je voulais. Donc j'ai commencé à pratiquer ça
Je me suis jamais mise à fumer de façon addictive, tu vois. C'était pas fumer parce que j'avais envie de fumer. Je fumais, d'ailleurs, j'avais pas très envie en vérité. J'avais pas du tout. Non, mais c'est vrai, je me forçais un peu à fumer une latte le matin pour pouvoir faire mon yoga. Je faisais mon yoga et après, bon, j'avais quand même peur des effets secondaires, tu vois, les pertes de mémoire, tout ça. J'avais pas du tout envie de rentrer dans une consommation comme ça régulière. Et donc, je ne suis jamais rentrée dans une consommation régulière. Ça a toujours été enfin, avec un objectif spécifique, quoi. J'ai vécu une expérience qui sort beaucoup de l'ordinaire. C'était après la mort de mon père. Pour ça, il faut que je raconte un peu l'enterrement de mon père. Son enterrement, donc c'est un enterrement où il y avait un rabbin qui récitait. Il a récité des psaumes. Des psaumes en hébreu. À chaque lettre du nom de mon père correspondait à un psaume. Voilà, et j'ai trouvé ça très beau comme concept. Au-delà de ça, j'étais très frustrée pendant l'enterrement, évidemment. J'étais frustrée pour les mêmes raisons que d'habitude. Non, j'aurais voulu que ça se passe autrement. Enfin, j'ai imaginé plein de choses. J'étais débordée un peu par mon imagination. Et pour me sortir de cette frustration, je me suis dit, bon, ça m'intéresse ces psaumes, je vais en faire une version poétique en français qui soit laïque, qui soit pas juive, mais je me suis dit, je vais en faire profiter les autres, je vais faire un alphabet avec des poèmes, des psaumes, et les gens pourront s'en emparer et le réciter lors de l'enterrement de leur mort. Et donc j'en parle à un copain qui est le même copain qui m'avait filé la bœuf pendant le confinement. Je lui raconte ça et il me dit, écoute, justement, je vais faire une cérémonie pour le suicide une cérémonie pour mon cousin qui s'est suicidé très jeune, et viens dire tes psaumes. Alors, bon, je prépare mon truc, j'y vais, sa cérémonie, on le fait pour la Toussaint. Il m'invite à ce moment-là et il organise une conférence sur la mort, à laquelle il invite un médecin en soins palliatifs, une thanatopractrice, un pratiquant du vaudou haïtien et aussi une médium. Je trouvais ça super intéressant, donc j'y vais, j'arrive un peu en retard, je rate le discours de la médium, j'entends juste ce qu'elle dit à l'assemblée, et aujourd'hui vous êtes venus avec tous vos morts, ils sont tous là. Bon, alors moi j'étais pas trop... J'en venais toujours avec mon scepticisme, mais bon, je l'écoute parler, et puis là mon copain il me dit, mais va lui raconter tes rêves prémonitoires. Parce que oui, j'ai pas dit, mais du coup j'avais fait des rêves prémonitoires avant la mort de mon père. Enfin... je les ai considérés comme prémonitoires parce que mon père est mort juste après. Donc j'avais fait plusieurs rêves. Un où il m'apparaissait avec ma grand-mère, mais ce qui était spécifique, c'est que c'était la nuit, il était minuit et il faisait plein jour. Midi à minuit, je me dis, ça me dit quelque chose, mais j'arrivais pas à mettre la main dessus. Et pendant ce rêve-là, ma grand-mère m'apparaît sous une forme donc de spectre un peu bioluminescent, un peu comme les animaux sous-marins, tu vois. Elle avait la lumière de l'intérieur et elle essayait de me parler, mais je comprenais rien. Elle me disait... Et je m'approchais pour comprendre ce qu'elle disait. Encore elle disait. Et puis là, je m'approche vraiment près d'elle. Et là, j'ai l'impression que elle se précipitait à l'intérieur de moi. Je l'incorpore. Ça, c'était un rêve, tu vois. Donc, Et il y avait mon père jeune et je sentais qu'elle essayait de me dire un truc. Moi, ça m'est pas parvenu. Quelques semaines après, ça c'était au mois de septembre. Donc ça, ce premier rêve, c'était en juillet. En septembre, je rêve que mon père... Je rêve qu'on a une espèce de rencontre au milieu du cosmos entre son âme et la mienne où tout est pardonné. J'appelle ça un câlin cosmique, on se prend dans les bras, tout est pardonné, tout est résolu, tout est dit et vraiment c'est extraordinaire, un apaisement incroyable. 4 jours après, mon père fait son AVC. Et je me dis, zut, alors j'aurais quand même pu l'appeler, quoi, après ce rêve. Mais moi, c'est pour ça que j'ai aussi fait le burn-out à un moment donné, c'est que pour moi, ça s'était déjà résolu. La résolution avait déjà eu lieu. Je raconte tout ça à la médium. Et je raconte cette histoire notamment. La question que j'avais à lui poser, c'est pour ça que mon pote m'a dit, va lui demander, je lui dis, mais voilà, moi j'ai l'impression d'avoir parlé avec l'âme de mon père, mais il n'était pas mort. Est-ce que vous pensez que c'est... Qu'est-ce que vous en pensez ? Et alors, elle en pense rien du tout. Elle me dit, ça l'indiffère totalement. Elle était très ancrée, cette médium, c'était assez étrange. Elle me dit, par contre, là, ce que j'entends, elle se fait signe, elle met sa main un peu à côté de son oreille, elle me dit, ce que j'entends, c'est que vous étiez dans l'amour, mais lui, il n'était pas prêt à recevoir votre amour, mais maintenant, il est prêt. Bon, elle me dit ça fait 1 an qu'il est mort, tu vois. Donc,
Là, j'ai eu un choc encore, je me suis dit, mais c'est incroyable ce qu'elle me dit. Là-dessus, elle rajoute, mais donc, il est enterré à côté d'ici, vous allez le voir. Je dis, non, non, pas du tout, il est enterré très loin d'ici. Ah bon, elle me fait, mais pourtant, je sens qu'il y a un truc en lien avec son enterrement. Et là, waouh, bah oui, je lui raconte l'histoire des psaumes, tu vois. Je dis, bah, je vais dire les psaumes tout à l'heure, hein, pour la cérémonie du cousin de mon copain. Elle me dit, ah oui, c'est ça, je sens que vous n'avez pas pu faire le deuil lors de l'enterrement, mais là, vous allez dire les psaumes, et ça, vous allez pouvoir refermer la porte, vous allez pouvoir faire le deuil. Donc je trouve ça d'une force phénoménale. Je l'ai jamais vue, je la connais pas, elle me connaît pas, elle dit ça, et je sens que ça me touche, tu vois, comme une vérité. Et je continue à lui confier des choses, je lui dis, mais moi aussi, j'ai l'impression d'avoir des perceptions... Qu'est-ce que je dois en faire? Elle me dit, bah, vous dites que vous m'avez dit que vous étiez artiste, vous écrivez, donc bah, continuez. Il n'y a rien à changer, n'essayez pas d'en faire autre chose que ce que vous faites déjà. Donc elle me dit, oui, j'entends que vous avez beaucoup travaillé la technique vocale, maintenant il faut arrêter en fait, il faut faire confiance à votre intuition. Ce qu'elle sait pas, la nana, c'est que ça fait des années que je refais des voix sans arrêt dans mon home studio, parce que je suis jamais satisfaite de ma voix. Donc pareil, là, elle me touche encore en plein dans le mille. Et dernier truc, elle me dit, et aussi j'entends que vous êtes trop strict sur le plan de l'écriture, vous devriez faire plus confiance, écrire de façon plus automatique. Et là, je me dis, c'est incroyable. Hier soir, je me suis dit ça en terminant d'écrire mes psaumes. Et là, je me dis, mais c'est non seulement elle est en lien avec quelque chose qui me connaît, mais en plus, je me dis, mais ça veut dire que si c'est avec mon père, ça veut dire que mon père, ça fait un moment qu'il est derrière mon épaule. Ou qu'il est, tu vois, je sais pas où il est, mais il est dans ma tête, en fait. Tu vois, il suit tout ce qui se passe dans ma tête. Et de façon presque même bienveillante, tu vois. Donc là-dessus, me pose une dernière question que j'évince un peu, parce que ça commençait à faire trop, tu vois. Elle disparaît un peu dans la foule. Le soir, je lis les psaumes. Ça a fait un effet fort à l'Assemblée. Moi, je suis complètement galvanisée, complètement avec mon corps. Tout ça, je sens que j'incarne phénoménalement ce que j'ai écrit. Ça fait une grosse impression au public. Et je raconte l'histoire, les réponses que m'a faites la médium, je les raconte à mon copain. On se prend dans les bras, c'est formidable. Et puis, il me donne une petite poche d'herbe. Parce que voilà, et je repars le soir même avec, et comme je suis complètement fébrile et que le lendemain matin j'ai un truc important, je me dis, bon, je vais fumer un pétard, parce que j'ai oublié de dire, mais c'est un truc aussi qui m'aide beaucoup à intégrer mes émotions. Des fois, ça m'aide à sentir des choses que je n'arrive, sinon qui restent coincées un peu sous mon sternum, ça monte pas à ma conscience, donc je me suis dit, bon, bah, je vais vivre une libération émotionnelle, et c'est là-dessus que je roule ce pétard. Je le fume, il se trouve que je dormais ce jour-là dans un camion qu'on m'avait prêté, camion aménagé, je fume le pétard, et au moment presque où je tire une latte, enfin quelques instants après, le temps que ça monte un peu, là je sens une tornade de lumière qui essaie de rentrer dans ma tête. Je me bloque. Et là, j'entends « c'est papa ». Et là, je me dis « ah bon, bah si c'est papa, ok, rentre, alors vas-y ». Et là, le truc, comme, tu vois, une tornade qui secoue tout le mobilier que je peux avoir à l'intérieur de moi, qui pénètre, une tornade de lumière, en fait. Et moi, je me laisse faire, j'accueille, et ça va dans tout les recoins de toutes mes fibres musculaires, tendineuses, tout ce que tu veux. Ça me fait un espèce de nettoyage, mais ça dure hyper longtemps. Et moi, je suis à la porte dans mon camion et j'ai super froid, tu vois. Donc, au bout d'un moment, j'essaye de me lever, mais j'ai beaucoup de mal. Enfin, c'était un peu un sketch, quoi. Ça dure des heures avant que j'arrive à fermer la porte, mettre mon baby gros. J'arrivais pas à enfiler mon pyjama. Il y avait des courants d'air partout. Et en fait, pendant ce temps-là, si tu veux, je sens que la lumière nettoie chacune de mes fibres, sachant qu'en plus j'avais un accident de voiture, donc j'avais mal au cou, j'avais des cervicalgies pas possibles. Et là, en fait, je suis prise de transe physique encore une fois. Là, mais une transe, oui, mon corps se met à secouer dans tous les sens, il y a des sursauts presque électriques partout, ça prend... Mon dos se remet à être mobile, je reconquiers une sorte de mobilité en fait à travers ça, c'est vraiment très thérapeutique, c'est assez
Enfin, tu vois, j'arrive à te l'expliquer, donc c'est pas inexplicable, mais c'est assez peu référencé. Je connais à peu près personne qui ait vécu la même chose. Et voilà, donc là-dessus, je finis par réussir à fermer toutes les portes du camion, m'endormir. Au bout d'un temps très long, et je m'endors en espérant que c'est vrai ce que j'ai vécu, tu vois. Et dans les jours qui suivent, bon, il s'avère qu'effectivement, j'ai regagné une certaine mobilité. Mais surtout, dans les jours qui suivent, là, je rentre dans une espèce de période complètement dingue où j'ai l'impression que mon père est à l'intérieur de moi, que je l'ai incorporé, qu'il est avec moi, quoi. Donc la période qui a suivi, j'étais extrêmement fatiguée à tel point je pensais que j'avais le Covid, tu vois, je suis allée faire un test. Donc pour ceux qui ont eu le Covid, tu vois, le genre de fatigue que ça représente, c'était vraiment une fatigue au plus profond de l'être. J'allais me promener et puis je vivais avec cette impression que mon père était en moi. Des fois, j'ai eu des sensations d'être moi-même sous la terre, en fait. C'était assez... Et j'ai une petite fille qui m'a dit « Mais t'as l'air fatiguée, qu'est-ce que t'as ?» Et c'est vrai que j'étais grise, quoi. J'étais livide, c'était très inquiétant. Je vivais ça, j'avais l'impression que n'ayant pas pu accompagner mon père dans la vie, je l'accompagnais dans la mort. Et que lui, il m'accompagnait dans ma vie, en fait. Et on a eu des échanges, en fait, dans ma tête. On allait faire un échange de bons procédés, que lui, il allait pouvoir, en fait, finalement, être le père qu'il n'avait pas été. Et que j'allais gagner cette liberté dont il savait que j'avais toujours rêvé, en fait. Donc lui, quelque part, il me guérissait. Et moi, le fait qu'il ait ce dialogue avec moi, ça allait lui permettre de partir en paix, tu vois. Mais donc, c'était pendant l'affaire Pellico, et je me souviens notamment que j'avais entendu Gisèle Halimi qui disait que dans chaque viol, il y avait une petite forme de fascisme. Et c'est comme s'il était avec moi dans tout ce que j'entendais. Donc je disais, bah tu vois, papa, moi j'ai senti un viol dans ces histoires d'hormones, et là, je sens. Et puis là, il est parti, tu vois, il est parti. Il a fui. Il y a pas mal de choses où j'ai essayé de le mettre en face d'une forme de violence masculine. Et puis il s'en allait, mais j'avais la joie de pouvoir me mettre en colère contre lui, c'était hyper important pour moi. Et puis j'avais un peu tout pouvoir, bon c'était très asymétrique comme situation, et il y a un truc là-dedans qui est très étrange, je l'accorde à qui veut bien le dire, mais bon, en tout cas, peu importe, tu vois, quelque part, il y a eu un truc thérapeutique qui s'est passé à ce moment-là. Et donc, je l'envoyais paître. Lui, il partait. Et puis, il revenait j'avais l'impression qu'il revenait en ayant compris un truc, tu vois. En ayant compris mon discours. Et à un moment donné, il m'a écrit une lettre. Enfin, en tout cas, j'ai écrit une lettre où j'avais l'impression d'être sous la dictée. Où... En gros, le contenu de la lettre, c'est qu'il prenait sa part de responsabilité qu'il n'avait jamais pris, en fait. Qu'il avait laissé souffrir ma sœur, qu'il avait laissé souffrir ma mère, qu'il m'avait laissé souffrir moi en ne s'investissant jamais dans le quotidien, en ne prenant jamais sa part, et que là, il la prenait. Donc ça s'est écoulé, je sais pas, ça a duré 3 semaines à peu près, et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à flipper. Enfin, avant les 3 semaines, au bout de 15 jours, j'ai commencé à flipper, parce que j'étais tout le temps fatiguée. Je me dis, mais ça peut pas durer, en fait. Il faut que je revienne à une vie normale. C'est très bien ce qui m'arrive, c'est formidable, je vais pouvoir faire le deuil, effectivement, mais j'ai pas envie que mon père soit tout le temps colonisé mon esprit, quoi. Donc je regarde un peu ce qui se fait, j'entends qu'il y a des passeurs d'âme, et puis je suis là, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Et finalement, je renvoie un petit texto à la médium, je lui raconte ce truc-là, je lui raconte que je suis toujours en lien avec mon père, et je lui dis, bah, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait faire quelque chose, quoi? Et elle me conseille une copine à elle, qui est donc passeuse d'âme. Et je fais le truc, j'y vais, et voilà, la personne me dit, c'est bon, elle fait une petite prière. Elle me dit, c'est bon, ça y est, vous avez fait une action de grâce, il est parti, il est dans la lumière. Mais en partant, il m'a dit de vous dire, vis ta vie pour toi maintenant. Et ce qui est drôle, c'est que pendant qu'il était malade, on l'a accompagné, en fait, j'ai pas dit, mais entre son AVC et sa mort, il y a eu 1 an qui sont passés où on a essayé de l'accompagner. Et à ce moment-là, moi, je m'étais sentie incapable de l'accompagner, et j'avais dit à mon frère, je sens que j'ai pas appris à vivre pour moi. Et c'était drôle, donc cette personne, elle ne savait pas ça. Enfin, la passeuse d'âme, elle n'était pas du tout au courant de ça, et donc ça participe à un faisceau d'indices qui me motivait à croire à cette histoire, parce que même moi, je suis dotée d'un fort scepticisme, donc je vis dans une espèce de doute où à la fois j'accueille ce que ces expériences, elles me font, vraiment pleinement émotionnellement, et puis il y reste une partie de moi qui dit oui, mais un peu comme tout le monde, oui, mais
Oui, mais en fait, on sait pas, ça se trouve justement, c'est que dans ta tête. Enfin voilà, j'accueille tout ça en me disant, peu importe, là, ce qui est important, c'est que ça me fait du bien, quoi. Ces expériences ont vraiment, effectivement, développé deux rapports au monde très différents, mais qui étaient déjà, en fait, qui existaient déjà, qui étaient déjà là de façon pas si latente que ça, tu vois, parce qu'en tant que, enfin, comme j'ai dit déjà, en tant qu'enfant, j'avais une sensibilité vraiment exacerbée, comme j'avais pas trop confiance dans les humains. Enfin, j'avais peur de ma propre famille. Quand les personnes qui sont censées s'occuper de toi te font peur, en fait, tu développes pas de rapport positif aux humains, quoi. Donc j'avais, moi, mon attachement, il s'est reporté un peu sur les végétaux, sur les plantes. Donc à la fois, oui, j'avais cette vision du monde rationnel, qui est une vision un peu adaptée, tu vois, normée, tout ça. Et puis j'avais déjà une autre, il y avait un autre filon, tu vois, de représentation qui était beaucoup plus intuitive, qui a été énormément nourrie effectivement par ces expériences psychédéliques. Mais en fait, au fond de moi, l'enfant, tu sais, les enfants, ils ont un peu la notion de ce que c'est que la vérité. Tu peux pas leur mentir, enfin tu leur mens. Mais les enfants, oui, ils sont connectés à l'intuition. Donc moi, mon intuition, elle me dit que les choses, elles sont pas comme on croit qu'elles sont. Et aujourd'hui, il y a énormément de personnes en lien avec le réchauffement climatique qui disent qu'il y a un gros problème, il y a un problème dans notre rapport au progrès. Mais pour moi, ce problème dans notre rapport au progrès, il est dû à un problème de représentation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense que les végétaux, c'est juste un décor et qu'on peut en faire n'importe quoi, qu'on considère qu'ils n'ont pas de conscience, qu'ils n'ont pas de... Enfin, en fait, on est complètement à la ramasse. Je me dépatouille encore une fois, c'est ma place en tant qu'artiste qui me permet de faire des passages un peu par la poésie. Enfin, on n'est pas obligé de s'adresser au cerveau rationnel, parce que si on s'adresse au cerveau rationnel, en fait, on ne sort pas du problème. Mais nous ne sommes pas que ce cerveau-là. Déjà, ça c'est un fait avéré, quoi. On n'est pas que ça. Il y a beaucoup, on vit dans un monde qui est très irrationnel aussi, qui est aussi émotionnel, qui est sensible. Il y a plein d'autres choses que la rationalité qui existent. Et donc, c'est normal que notre vision du monde, elle soit en fait un peu comme un kaléidoscope, quoi. Et moi, je trouve que ce qui est chouette, c'est d'avoir un peu de recul et d'arriver à appréhender ces visions du monde-là, non pas l'une contre l'autre, mais l'une dans l'autre, peut-être, tu vois. En mathématiques, on dit que les nombres rationnels, c'est un ensemble qui est petit, c'est le nombre entier, et les nombres qui peuvent être définis sous forme de fractions. Donc c'est un petit nombre, et au-dessus de ça, il y a les nombres qu'on appelle irrationnels. Donc le rationnel est un sous-ensemble. Le rationnel est un sous-ensemble de l'irrationnel. Ça n'est pas un truc à côté, c'est un truc dedans. Je te parle des mathématiques. Alors moi, j'ai vite fait de faire un parallèle, et ça me plaît beaucoup comme vision. Tu vois, je pense que notre vision rationnelle, elle est nécessaire pour vivre au quotidien. Mais ça ne dit pas... Enfin, c'est pas parce que quelque chose est irrationnel qu'il est irréel, en fait. Voilà, les choses peuvent exister sans qu'on ait des explications rationnelles. Et voilà pour le témoignage de Marguerite. Merci beaucoup à elle d'avoir accepté de témoigner dans Substance. Avant de partir, je vous rappelle que vous avez la possibilité de soutenir le podcast et qu'il vous suffit de suivre le lien indiqué en description de l'épisode. Il vous mènera vers une page Tipeee où vous pourrez faire un don soit ponctuel, soit mensuel. Un grand merci à ceux qui l'ont déjà fait. Dans le prochain épisode, on accueillera un nouveau témoin. D'ici là, portez-vous bien.